Bienvenue à ceux qui ont bravé la neige pour venir nous voir. Je m'appelle Maria Hugo, je suis responsable de la bibliothèque et Floriane Morin et l'équipe de conception de l'exposition Mémoire m'a demandé d'organiser des conversations au salon autour d'un certain nombre de livres. Et donc aujourd'hui, nous allons traiter de la question qu'on peut appeler simplement des noms de rues, mais enfin plutôt de la mémoire qui a caché derrière ces noms de rues, qui seront vus sous deux angles très différents, bien que proches. D'abord, avec ce livre étonnant, je trouve, d'une qualité d'édition assez rare, qui s'appelle Traces et tensions en terrain colonial, Bruxelles et la colonisation belge du Congo, où évidemment on a toute la question coloniale de plein fouet, et puis un peu plus discrètement, mais tout aussi importante, le rapport qui a été fait par David Rodogno et Mohamed Mohamedou sur Genève, dont vous trouvez la transcription informatique juste derrière moi dans la borne qui vous permet de naviguer dans la ville et de retrouver les traces telles qu'elles sont décrites dans le rapport. Voilà, alors je suis très contente de présenter ces deux livres que je vais vous faire circuler pendant la conversation. Voilà. Nicolas, tu veux commencer ? Commence parce que je n'ai pas encore... Okay. Ça m'intéresse d'en apprendre plus au sujet de ton livre. D'accord, ok. Ben, tout d'abord, merci d'être là. Je m'appelle David Rodogno. Je remercie le MEG de m'avoir invité. Je commence par dire que, hélas, mon collègue est décédé le 17 septembre. Et donc, on aurait dû être les deux à vous présenter cette étude. Et c'est la première fois que je parle de ce que nous avons fait en solo. Et on s'était toujours dit, on a toujours travaillé ensemble, on a toujours enseigné ensemble. Donc, et c'est comme ça qu'on a conçu cette étude, que je préfère appeler étude et par rapport. C'est une conversation que nous avons eue avec nos commanditaires, c'est-à-dire la ville de Genève, parce que nous avions, je me rappelle, les conversations avec les autorités, nous avons dit non, le rapport c'est pour vous. Nous sommes des historiens et le rapport, c'est de la responsabilité de la ville de Genève. Nous pouvons vous proposer certaines choses, mais nous ne sommes pas là en tant que citoyens. Nous faisons une étude qui va amener des pistes de réflexion, mais les décisions qui seront prises sont des décisions qui incombent aux citoyennes, aux citoyens et finalement à la ville elle-même. Donc pour nous, c'était important de défendre notre travail qui se veut un travail académique sur les monuments et l'héritage raciste et colonial dans la ville de Genève. J'insiste aussi sur un point particulier. Il y a quand même des différences substantielles entre Genève et Bruxelles. On pourra en discuter par la suite. Et juste vous donner quelques éléments, quelques pistes de réflexion pour qu'on puisse ensuite discuter ensemble. Ce que les historiens font, c'est de contextualiser. Et contextualiser ne signifie vraiment pas justifier. Ce n'est pas du tout ce que nous faisons dans notre travail. Et commémorer ne signifie pas du tout célébrer. Et deux activités intellectuellement profondément différentes. Et peut-être là, c'est un périmètre de réflexion sur lequel on pourra revenir. Il y a une accumulation qui s'accompagne d'une irrésolution. Et donc, on a une accumulation tangible d'espaces problématique et rien n'est fait pour changer cet état des choses. Et donc, c'est pour cette raison que la ville de Genève, parce que l'initiative, il faudra toujours se souvenir que les commanditaires sont les autorités de la ville de Genève qui nous ont demandé d'écrire ce rapport et que Mahmoud et moi sommes arrivés relativement tard parce que la ville de Genève avait entamé des conversations avec la société civile, les associations, les afrodescendants et pas que. Et donc il y avait une réflexion qui était en cours, qui a précédé l'écriture de cette étude. Et il y a aussi cette question de la visibilité. Et tout ça s'insère dans un cadre à la fois spatial et temporel qui est bien défini, qui est le début des années 2020. Et
toute une série de choses qui ont à faire avec Black Lives Matter, avec la cancel culture, avec le wokeism, avec beaucoup d'autres choses qui expliquent aussi le pourquoi du comment, quelque part, et on pourra en discuter par la suite aussi. L'état des lieux que nous avons fait n'est nullement exhaustif. Nous n'avons pas travaillé, faute de temps, sur les sources primaires, donc nous sommes basés sur tout ce qui avait été publié. Donc on pourrait faire beaucoup plus, beaucoup mieux. Donc il faut vraiment que je reste modeste par rapport à ce que nous avons fait. Et puis j'aimerais simplement conclure pour vous donner une idée de la structure de l'étude qui commence avec un état des lieux historiographique. Donc qu'est-ce que la littérature nous dit sur la manière dont les espaces problématiques, racistes et coloniaux continuent de vivre, survivre, mais je dirais plutôt vivre dans nos villes. Et donc, il y avait une tentative de mettre en parallèle, dire comparer, c'est peut-être c'est dire trop, mais mettre en parallèle ce qui se passe à Genève avec d'autres villes suisses, avec d'autres villes en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais aussi en Afrique du Sud, au Mozambique, etc. La deuxième partie, est-ce que vous avez dit, Maria, tout à l'heure, sur ce que vous trouverez derrière nous, et donc certains lieux de Genève qui posent problème ou qui sont problématiques. Et la troisième partie de l'étude propose une série de choses qu'on peut faire qui vont d'une solution 0, on ne fait rien du tout, à une solution 10 qui est déboulonnée, etc. Et entre 0 et 10, il y a toute une série d'autres choses qu'on met en évidence qui peuvent être des solutions possibles, qui ont été des solutions possibles dans d'autres lieux du monde, et nous n'avons pas une recette particulière. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas à nous de dire qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et qui suis-je pour dire qu'est-ce que les Genevois, les Genevoises devraient faire dans leur quartier ou ailleurs. À chaque citoyen, à chaque citoyenne de s'organiser pour dire qu'est-ce qu'ils voudront faire. Et d'un point de vue, et c'est ma conclusion, d'un point de vue d'enseignant, la seule chose que je peux ajouter, c'est qu'il me semble nécessaire, et c'est peut-être notre devoir, il me semble nécessaire quand même qu'un accent soit mis sur l'éducation, et là, la collaboration avec les autorités de la ville et du canton devient vraiment important, ou même les autorités fédérales, c'est qu'est-ce qui peut être fait, changer au niveau des écoles primaires, secondaires, de l'université, comme lieu où on étudie tout ça de manière beaucoup plus systématique, avec une intégration dans les plans d'études, des questions liées à la discrimination et au racisme et à l'histoire coloniale depuis des siècles. On peut remonter en arrière en tant qu'historien, c'est pas vraiment un problème que j'ai, mais c'est vraiment aussi une question qu'on peut discuter. Et c'est sur cette note qu'on a terminé l'étude. Et je vous laisse découvrir l'étude en soi et nous poser les questions que vous voudrez. Je m'arrête là et je te passe la parole. Merci. Merci à tout le monde d'être là cet après-midi. Je vais prendre quelques minutes pour introduire mon travail avec le livre que Maria a gentiment introduit. Donc, mon intérêt premier dans cet ouvrage, c'était vraiment de déconstruire l'imaginaire colonial qui est dispersé à travers la spatialité urbaine à Bruxelles. Et pour moi en tout cas, de prendre comme point de départ une grille de lecture qui voit l'espace public, le terrain public, comme une mise en scène, comme un outil de propagande coloniale. Et au travers du livre, je parle vraiment d'une allégorie coloniale. Dans mon cas, pour ce travail,
je me suis non seulement basé sur les noms de rues, mais aussi sur énormément de monuments, mais d'autres marqueurs, des plaques commémoratives. Comme le disait Maria dans son introduction, la triste réalité, c'est que l'histoire coloniale belge est probablement beaucoup plus profonde, si c'est le bon terme, que celle de la Suisse. Et donc, je voulais vraiment aborder ce sujet comme étant, si on veut, les premières campagnes tangibles et les premières campagnes monumentales de désinformation, en fait, sur l'espace public bruxellois. Et ce que j'entends par là, c'est que la colonisation belge a eu, si on veut, donc au Congo, je parle principalement du Congo, trois grandes temporalités. Il y a la première qui est de 1875 à 1895, on va dire, où c'est le terrain de jeu de Léopold, qui s'approprie ce terrain de manière privée. Et puis de cette période-là jusqu'à 1908, c'est le terrain de jeu de Léopold, mais avec la complicité des entreprises commerciales belges. Et puis à partir de 1908, c'est la propriété de la Belgique. Léopold est forcé de rendre le territoire du Congo à la Belgique parce qu'il y avait tout un tas de rapports qui avaient été faits en 1904-1905 par rapport aux exactions qui avaient été commises par des officiers coloniaux au Congo. Et donc ces trois temporalités sont importantes dans le sens où, quand on considère quand la plupart des monuments coloniaux ont été érigés à Bruxelles et en Belgique. Et là, on constate en fait que la plupart des monuments coloniaux ont été érigés à partir de 1910-1915. Donc après le début de l'ère coloniale, après que Léopold II ait été complètement mis de côté. Et donc, se poser la question, à quoi ont servi ces monuments coloniaux ? Et je pense que dans ce sens-là, c'est très important de se poser cette question parce que on sort de la Première Guerre mondiale. La Belgique est un pays qui est encore très très jeune et qui est en quête d'identité. Et la colonisation au Congo a servi à la Belgique de pouvoir se donner une identité. Et donc ces monuments coloniaux, à la gloire de Léopold II, mais aussi à la gloire de tout un tas d'officiers, de militaires et d'autres colons, servent vraiment à entériner une identité dans un peuple qui jusque-là se sent encore très tiré vers plusieurs identités, mais pas une identité nationale. La deuxième chose le deuxième point d'appui qui m'intéressait dans ce livre, c'était de pas seulement rester dans le passé. Je pense que, en tout cas en Belgique, la question décoloniale est souvent une question qui est dominée par des historiens, et ça a l'effet de garder cette histoire dans le passé, sans vraiment se demander quel est l'impact de ce passé colonial sur la société belge contemporaine. Et donc, par une analyse des représentations finalement que sont faites des corps africains, mais des cultures africaines aussi, on commence à voir que la manière dont le corps africain, le corps noir est représenté dans l'espace public a une corrélation directe avec les discriminations, la négrophobie qui reste une réalité contemporaine en Belgique aujourd'hui. Quand on pense à l'accès à l'éducation, quand on pense à l'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès aux soins de santé, on constate par le biais de tout un tas d'études que c'est encore c'est pas juste un problème, c'est vraiment une condition qui gangrène encore énormément la vie des personnes, que ce soit congolaises principalement, mais rwandaises, burundaises en Belgique. Et il y a tout un tas d'études vraiment qui confirment cela. Donc ça, c'est un peu les prémices du projet. Alors la manière dont a été construit le livre, je dirais il y a de nouveau 3 pendants. Il y a le pendant vraiment guide. Je me suis concentré sur 6 quartiers de Bruxelles.
et on les arpente, ou en tout cas on invite le lecteur à arpenter ces quartiers par le biais de ces monuments coloniaux. Donc monument, comme je le disais, ça peut tout autant vouloir dire un buste, une stèle, mais aussi une plaque commémorative, un arrêt de tram, une station de métro, au monument beaucoup plus monumental, mais aussi les anciens quartiers généraux de la Banque coloniale de Belgique. Donc vraiment d'avoir une grille de lecture assez large. Donc ça, c'est pour la partie guide. Puis il était très, très important pour moi aussi, justement, pour effectuer une analyse de comment est-ce que cette colonisation continue à avoir un impact dans la société contemporaine belge. C'était de demander à 6 acteurs afrodescendants, qui pour le coup sont tous des personnes qui sont actives et activistes sur le terrain depuis de nombreuses années, et de leur demander d'écrire un essai de comment est-ce que cette colonialité restait une réalité dans leur secteur. Donc par exemple, il y a, on en parlait justement avant, François Makanga, qui est un guide au Musée royal de l'Afrique centrale à Bruxelles. Donc c'est ce fameux... Cet institut scientifique qui est en fait un outil de propagande coloniale et dont François Makanga est un guide. Et donc, dans son essai, il explique un peu quelle est sa relation à ce musée et comment est-ce qu'en tant que personne noire, il navigue un peu la violence qui se trouve toujours dans ces musées, dans ces collections et dans ces archives. J'ai un autre essai par Véronique Letkakouba qui, elle, parle en tant que sociologue à l'Université libre de Bruxelles, parle de l'importance en tant que chercheuse noire de vraiment s'ancrer, se positionner comme une chercheuse noire quand elle effectue des recherches. Et donc les essais étaient toute une articulation, je dirais, de la colonité dans la société belge contemporaine. Et puis la troisième sphère, et c'est pour ça que l'installation qu'on a vue derrière la table avec tous ces gestes de contestation finalement est très inspirante. La troisième, c'était un travail avec l'artiste Zeye Nsegumva, qui est une artiste rwandaise mais basée à Bruxelles, où justement elle crée, je pense, 6 portraits photos en utilisant son corps à elle comme outil de contestation, de récit de contestation. Et une chose, c'est pour ça que cette installation derrière m'y a vraiment fait réfléchir, la question des contestations des monuments coloniaux est une question qui m'intéresse particulièrement. Il faut savoir qu'à Bruxelles, que ça soit le pot de peinture rouge qui est jeté sur la statue de Léopold II, ou le buste d'un autre officier colonial qui est recouvert d'un sac poubelle, ou des graffitis sur les monuments coloniaux, dans les 2 semaines, ils sont nettoyés par les autorités. Donc on assiste toujours à une blanchisation de l'histoire coloniale à travers ces gestes de nettoyage. Et donc, l'artiste Zeye Nsegumva, dans ses œuvres finalement de contestation, rend hommage à tous ces gestes de contestation au sein de son travail, et donc reprend toutes ces petites notes, ces graffitis qui, l'argument qu'elle présente en fait est l'importance de garder ces monuments tels quels quand ils sont contestés. Et donc je termine par ça justement pour revenir sur la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces monuments. Dans la préface du livre justement je propose 3 solutions différentes, dont une est le déboulonnage. La deuxième est ce qu'on appelle la contextualisation. En Belgique, la contextualisation s'articule souvent par une petite carte de 5 cm sur 10 cm qui est cachée derrière le monument, et on se dit ok, on a fait le travail, souvent dans une langue, que ce soit le néerlandais, le français, que la personne concernée ne comprend pas. Donc la contestation belge, elle se passe comme ça, ou la contextualisation belge se passe comme ça. Et puis la troisième option, c'est la contestation active. Il faut savoir que, et c'est un fait qu'on oublie souvent en Belgique en tout cas, c'est que
Les monuments coloniaux étaient des actes culturels, en fait. Tous ces monuments coloniaux n'étaient pas créés par des personnes qui, tout d'un coup, se sont décidés sculpteurs. C'était des artistes. C'était des artistes qui travaillaient pour le compte de l'État, qui avaient été commandités par l'État, qui avaient reçu des fonds assez conséquents par l'État pour créer ces monuments coloniaux. Et donc, le raisonnement serait que dans une optique de décolonisation de l'espace public, on rende justement à la culture la responsabilisation de décoloniser et donc de contester et contextualiser ces monuments coloniaux. Et donc, malgré le fait que dans la préface, je propose ces 3 différentes options, dans le cours de mon travail, je me suis rendu compte que mon option préférée serait vraiment celle-là, serait d'un travail en communauté, en co-création avec des collectifs, des artistes afrodescendants, donc issus des communautés les plus concernées, à qui on permette vraiment de créer un récit contestataire de ces monuments coloniaux. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Je crois qu'on voulait aussi un peu ouvrir la conversation au public, s'il y avait des retours, des questions, des prises de parole. Donc la solution va vous être proposée. Ah pardon, j'ai fait. Bonjour. Non. Oui, la troisième solution vous proposez de demander à des artistes descendants du Congo, incroyable. Et concrètement, parce qu'on laisserait par exemple les statues qui ont été créées par les artistes commandités par l'État, mais en même temps, on mettrait d'autres œuvres d'art créées par des artistes pour un peu remettre l'histoire dans une nouvelle perspective et dans l'idée de décoloniser. C'est des termes qu'ils n'ont pas facile à prononcer. Est-ce que j'ai vraiment besoin du micro ou est-ce que... Oui. Ok, juste. Je pense que c'est important qu'on garde les monuments coloniaux dans l'espace public. Je pense que quand il y a quand il y a un mécanisme d'effacement qui s'opère en déboulonnant ces monuments problématiques, on perd une opportunité finalement de raconter une histoire. Justement, le Musée royal de l'Afrique centrale, comment est-ce qu'eux ont décidé de traiter leurs nombreux monuments problématiques au sein de leur musée? Ils ont créé une salle dans la cave où ils ont rassemblé tous les monuments problématiques. Il y a même un cordon sanitaire autour. Et ça les dédouane un peu de réfléchir à la question de manière plus profonde, tout en se permettant de dire qu'ils ont décolonisé leur musée parce qu'ils ont finalement retiré les monuments. Mais il y a une opportunité qui est perdue. Donc, pour répondre à votre question, ma solution préférée serait en effet de garder les monuments coloniaux en place et qu'à côté de ça, ou dessus, ou quoi que ce soit, il y ait vraiment un geste contestataire qui soit amené. Et il y a un exemple assez récent qui peut être utilisé justement comme case study de ce qu'il ne faut pas faire. Donc sur la commune d'Ixelles, qui est une des communes de Bruxelles, il y a un buste le nom m'échappe maintenant, je vais y revenir, mais il y a un buste en tout cas d'un personnage particulièrement problématique de l'histoire coloniale qui est à 500 mètres du Palais Royal et qui est contesté par les associations antiracistes décoloniales depuis des années. Dans l'après de tout le mouvement Black Lives Matter et tout l'engouement institutionnel qui s'est déroulé suite à ça,
il y a eu un regain d'intérêt par rapport à cette statue et la nécessité vraiment de la contester. Un jour, donc le 30 juin 2022, il faut savoir que le 30 juin, c'est l'anniversaire de l'indépendance du Congo, donc c'est une date très symboliquement importante. La commune d'Ixelles a, en silence complet, procédé à le déboulonnement de cette statue. Déboulonnement de cette statue qui a été prise dans un musée et qui a été pour l'instant mis dans une des archives du musée. Donc, qu'est-ce qui se passe? La commune d'Ixelles se frotte les mains et se dit voilà, nous on a fait notre travail, mais il n'y a eu aucune implication des collectifs militants qui depuis des années se battaient pour que cette statue soit contestée. Et maintenant, on passe dans le parc et il n'y a plus aucun signe que cette statue était sur l'espace public bruxellois depuis 50 ans. Donc il y a vraiment l'opportunité qui est perdue. Donc, comparons ça à un autre exemple qui est... on a une place qui s'appelle le Square Patrice Lumumba, donc le premier ministre congolais. Et depuis 5 ans, il y a un appel à projet de la commune de Bruxelles, pour le coup, pour la création d'une œuvre en l'honneur de Patrice Lumumba. Là, le travail a été fait de s'assurer que cet appel à projet était dans un premier temps destiné aux personnes concernées, et la proposition a été remise à la ville et est en cours d'être validée. Et donc là, par exemple, je dirais que c'est un exemple de contestation qui serait semi-réussi. Donc voilà, c'est une longue manière de répondre à votre question. Je vais passer le micro. D'abord, je suis totalement d'accord. Votre question est très importante. Et on a beaucoup d'exemples de choses qui peuvent être faites de manière constructive et positive ou sous silence. Je pense que vraiment, il faut sortir de la dichotomie figée, effacée. Jusqu'au jour où on fonctionne comme ça, de manière très binaire, 0, 1, 1, 0, on s'en sortira jamais. Et donc, comme le passé n'est pas patrimoine, ça c'est un autre énorme malentendu qu'on entend un peu partout, pas qu'en Belgique, pas qu'en Suisse, mais ailleurs aussi. Il y a plein de situations où précisément le risque de enlever la statue et de dire voilà, le problème est résolu. La statue était enlevée, on a fait ce qu'il fallait faire. Pour moi, c'est gravissime en tant qu'historien parce que ça signifie effacer. Ça veut dire se donner une très bonne conscience et on peut passer à autre chose. En revanche, la persistance dans le lieu problématique, de la statue problématique, du nom de rue, whatever, et la mise en place d'une réflexion supplémentaire, comme des strates géologiques, vous voyez, ça indique une réflexion beaucoup plus riche, beaucoup plus mûre. Et par exemple, dans une ville qui a une tradition démocratique comme Genève, c'est tout à fait possible d'imaginer que des espaces soient reimaginés par les habitants d'un quartier donné, par les associations qui ont quelque chose pour lesquelles passer devant cette statue signifie quelque chose de traumatique, de violent, de problématique. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et donc, pour moi aussi, je prends position là tout à fait personnelle et je sors ma casquette individuelle et non pas la casquette de la personne qui a écrit l'étude. Je vous rejoins complètement parce que pour moi, ça a beaucoup de sens. Et là, on a aussi des exemples qui ne sont pas vraiment liés à une histoire coloniale, mais dont plusieurs cimetières allemands, il y avait des monuments qui rappelaient le passé nazi et des victimes SS. Et il y a eu la construction vis-à-vis de ces constructions très problématiques d'autres monuments qui rappelaient les victimes de la violence nazie.
Et donc ce vis-à-vis était voulu, et il y avait un contraste visuel fort entre sculptures, et donc on peut avoir plein de choses, plein d'exemples très créatifs qui viennent bottom-up et qui sont vraiment le fruit de personnes qui sont directement intéressées et qu'il ne faudrait jamais oublier, parce que c'est très important pour éviter d'être à nouveau coloniaux une deuxième fois, c'est le risque. Ça serait vraiment une possibilité, et je pense que les deux exemples que vous avez donnés illustrent parfaitement bien le type de problème sur lesquels il faudrait réfléchir vraiment de manière constructive. Merci. Je vais juste revenir sur une chose, parce qu'on en parlait justement avant le début de la conversation. Je pense que en Belgique, en tout cas, il y a une tendance de considérer la décolonisation comme un événement, comme quelque chose qui est fait par un acte, en fait. Et justement, le déboulement d'une statue rentrerait dans ce cadre de compréhension-là de la décolonisation. Et je pense que l'argument qui est fait au sein du livre, mais aussi par nombreux des collectifs qui militent justement pour une décolonisation active, c'est de traiter la décolonisation comme un process qui est sans fin, en fait, et qui est nécessaire à chaque couche de société, parce que finalement les monuments représentent vraiment la couche visible de l'iceberg, et c'est pour ça que c'est très important de voir comment cette colonisation continue à s'articuler dans toutes les souches de la société. Et je me suis rappelé du nom de la personne, donc on parle du général Storms. Et pourquoi est-ce que cette personne était tellement problématique? Il faut savoir que le général Storms est une des personnes qui a ramené des restes humains de chefs congolais à Bruxelles. Et le général Storms habitait sur la chaussée d'Ixelles à Ixelles, et jusqu'en 1954, il avait ces crânes de restes humains sur sa cheminée dans sa maison. Et en 1954, il est décédé, et sa femme décide de léguer tout ça au Musée royal de l'Afrique centrale. Et donc on a un artiste d'origine congolaise, Sami Balogi, qui a fait tout un travail de recherche, parce que le musée était même incapable de dire où se trouvaient ces restes humains. On parle de crânes de personnes qui ont été assassinées par des colons, et ces musées sont même incapables de citer où se trouvent ces restes humains dans les archives. Et cette personne a un buste en son honneur à 500 mètres du Palais Royal de Bruxelles. Donc ça vous donne un peu une idée de la manière dont cette colonisation continue à survivre justement dans l'espace public. Voilà. Moi, je trouve super intéressant ce processus décolonial plutôt que quelque chose d'arrêté, donc pas. Et je me demandais justement à propos des installations, des réflexions supplémentaires qui peuvent se faire autour de monuments, si vous aviez des exemples un peu de... Parce que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est pas forcément des choses qui sont faites pour durer dans le temps. Et je me demandais s'il y avait des exemples assez précis pour qui illustrent ça en fait. J'ai un exemple que j'aime vraiment beaucoup. C'est un exemple du Mozambique qui, dans son musée national, sauf erreur de ma part, a décidé de tourner toutes les statues de Salazar face au mur. Je trouve d'une ironie, d'une puissance, d'une simplicité énorme. Voilà. Et ça, c'est fait pour durer. Parce qu'à moins de... C'est des grosses statues, donc il faudra vraiment quelqu'un ou plusieurs personnes qui les retournent. Et il faudra s'en expliquer par la suite. Je ne crois pas que les populations locales voudront de ça. Donc oui, il y a plein de possibilités qui sont pérennes. Après, c'est vrai aussi qu'au niveau de la contestation, des gestes plus éphémères peuvent avoir un impact visuel efficace. Un autre exemple lié au passé colonial portugais, qui n'est pas pire ou meilleur que d'autres, c'est juste parce que ça me vient à l'esprit. À la fin du régime de Salazar, les contestataires et les personnes qui avaient été des victimes du régime ont décidé de mettre des draps noirs
avec des cordes tout autour des statues, des bustes, etc. Bien évidemment, ce n'était pas fait pour durer, mais le voilage, comme on appelle en termes techniques, c'est un terme que vous retrouvez beaucoup dans la littérature, c'est très efficace. C'est l'exemple que vous donniez du sac poubelle sur la tête d'un personnage ou d'une personne qui avait eu un rôle en tant qu'autorité coloniale quelque part au Congo ou ailleurs. Donc, on peut faire beaucoup de choses. La chercheuse Françoise Vergès, avec qui nous avons échangé beaucoup de fois, par téléphone, par vidéo, quand on préparait l'étude, pensait et disait une des solutions très intéressantes, pérennes, c'est de transformer ces lieux en parcs, avec de la végétation, des animaux, etc., et avoir des chemins, etc. Donc peut-être pas aussi pérenne que la première solution, mais ça en est une autre. Toutes les solutions technologiques sont condamnées à l'obsolescence. Donc, ce qui nous paraît super technological, ça nous semble waouh sur le moment. Après 7 ans, ça a l'air vraiment obsolète, vieillot. Peut-être ça résiste pas si bien que ça au temps. Et puis, il y a des différences objectifs entre intérieur et extérieur. Et puis, moi, je travaille pas dans un musée, mais voilà, vous connaissez tout ça beaucoup mieux que moi. Donc voilà quelques exemples qui me viennent à l'esprit. On pourrait les multiplier. Des exemples en Inde où les autorités indiennes ont mis des tas de bustes et des statues de la famille royale, de personnages de l'époque coloniale britannique, etc. Elles ont tous concentrés dans un lieu qui est complètement oublié et elles se regardent toutes entre elles. Et ça, j'avais trouvé aussi très intéressant. Un exemple qui n'est pas du tout lié à l'histoire du colonialisme, mais à la fin d'un régime. Il y a des très beaux livres de photographie là-dessus. C'est ce qui est arrivé au buste de Staline et Lénine après la fin du communisme en Europe de l'Est. Et après 20-30 ans, vous voyez que ces bustes qui ont été lancés, oubliés ou ramenés dans les forêts ont la végétation tout autour. Et voilà, ce n'est pas du tout lié à l'histoire coloniale, mais c'est assez évocateur, je trouve, des manières de faire. Après, selon chaque culture, quelqu'un trouvera la bonne manière de s'y prendre et de le faire de manière pérenne. C'est ce qui était un peu le point de votre question. Merci. Alors pour des exemples spécifiques à Bruxelles, il fallait franchement que je me creuse la tête, parce que malheureusement, et de nouveau on en parlait, les propositions existent, mais elles se heurtent souvent à cette institutionnalisation et on se cache derrière des mécanismes de logistique et de possibilités techniques pour ne pas les réaliser finalement. Mais il y a une artiste, de nouveau, Zeye Nsegiumfa, qui a donc participé au livre. Le monument colonial probablement le plus connu à Bruxelles, c'est la statue équestre de Léopold II, qui se trouve juste en face du Palais Royal. Et à toute manifestation, c'est toujours le monument, je dirais, qui est le plus contesté. Et donc Zeye, en 2017, je pense, a créé je reprends. Ce qui est aussi important, c'est qu'il y a énormément de monuments à Bruxelles qui ont été créés utilisant des matériaux issus directement du Congo. Que ça soit l'étain, que ça soit le coltan, que ça soit le bronze. Et donc la statue équestre de Léopold II, qui est une statue de 2 mètres, où il y a Léopold II sur son cheval, il y a une petite plaque derrière la statue où il est marqué que le matériel utilisé pour cette statue provient directement de l'Union minière du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, c'est la province la plus riche en ressources minérales du Congo. Et l'Union minière était un peu un État dans un État, tellement elle était puissante à l'époque. Et donc, la matérialité des monuments est très importante. Et ce que l'artiste a conçu, elle a recréé cette statue équestre de Léopold II, mais en glace.
Et pendant 3 semaines, cette statue équestre fondait. Et ça remet vraiment en question, en fait, la monumentalité, mais aussi la puissance du matériel dans l'espace public. Et donc, c'est une des pistes qu'elle creuse de plus en plus, c'est ce qu'elle appelle la fonte, en fait, de ces monuments coloniaux. Donc, je me contredis peut-être un peu par rapport à cette nécessité de ne pas déboulonner tous les monuments, mais je trouve que les monuments dont les matériaux proviennent directement du Congo, il y a une forme de réappropriation qui se passe si on réutiliserait ces matériaux, qu'on les fond pour en répliquer d'autres. Alors pour l'anecdote, quand Zeye a proposé ce travail, elle participait, donc le musée royal de l'Afrique centrale, durant son processus de soi-disant décolonisation, avait fait appel à un groupe d'experts afrodescendants pour l'aider dans ce processus de décolonisation, dont l'artiste faisait partie. Le directeur des expositions du musée royal de l'Afrique centrale, qui est soi-disant en processus de décolonisation, a attaqué Zeye en lui disant « Est-ce que tu aimerais bien qu'on fasse fondre ton grand-père ?» Et donc c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'on dit à une artiste afrodescendante qui conteste un monument, parce qu'en Belgique, il faut savoir que la question coloniale, par les personnes blanches qui ont très probablement un lien ou l'autre à la question coloniale, c'est une question qu'on prend très personnellement, en fait. Et que dès qu'une artiste noire se permet de faire fondre, on parle d'une œuvre artistique quand même, se permet de faire fondre Léopold II, on a le directeur d'un musée qui considère Léopold II comme son grand-père et qui dit à cet artiste « Est-ce que tu aimerais bien qu'on fasse fondre ton grand-père ?» Donc on est quand même dans cette dystopie-là en Belgique. Voilà. Question. Quelle serait la spécificité de Genève? Parce qu'on a évoqué ce point. Et puis, comment se passe le dialogue avec les autorités? Par exemple, pour introduire des éléments à l'école primaire, par exemple, ce que je trouve être très très bien important. Est-ce que vous avez déjà des résultats, des idées? Genève n'est pas vraiment une ville très spécifique ou une ville plus problématique que d'autres villes suisses, si on veut rester dans le contexte suisse. Bien sûr, tout le monde pensera à Neuchâtel, à Bâle, à Zurich, il y a d'autres exemples. Donc, il n'y a pas vraiment un problème plus grand à Genève qu'ailleurs. Les missionnaires genevois n'ont pas du tout le même rôle que les missionnaires bâlois dans la colonisation. Les entrepreneurs genevois ne sont pas plus impliqués dans la possession de real estate, que ce soit en Amérique centrale, du Sud ou du Nord, que les Zurichois. Donc il n'y a pas vraiment un rôle spécifique, il y a un rôle spécifique de certaines personnalités et du monde académique en particulier, et Klaus Vogt, là on est sur le boulevard Klaus Vogt, donc, et qui reste très problématique parce que Genève est quand même une ville universitaire avec une très longue tradition, mais là de nouveau elle n'est pas la seule. Donc il n'y a pas vraiment un problème genevois que je vois. Au contraire, si on compare avec Bruxelles, on ne part pas exactement de la même chose. Ça c'est la première réponse. Les autorités de la ville avec qui j'ai eu à dialoguer, à échanger, elles se sont montrées toujours très ouvertes. En tout cas, celle qui faisait partie de la législation qui a voulu cette étude. Donc j'ai toujours eu un grand plaisir et il y avait vraiment une grande ouverture. Donc ça, il faut le dire. Parce que si on ne le dit pas, on pense toujours qu'il y a une réticence, que les autorités publiques veulent agir pour éliminer la statue dans le silence, dans la nuit, quand personne... Non, c'est vraiment pas vrai. Après, nous n'avons pas été impliqués dans les conversations qui se font. Alors, je sais qu'elles ont lieu, donc ça aussi, il faut qu'on le dise.
pour tout ce qui est réforme des plans d'études, de la place du racisme. Je connais des actrices de la société civile, par exemple Rachel Mbon, qui est une directrice d'origine d'ailleurs congolaise et suissesse, qui travaille, qui a tout un projet avec les écoles primaires. Et je ne sais pas exactement où ça en est, mais donc c'est des choses qui prennent, comme vous pouvez vous imaginer, beaucoup de temps. Elles ne sont pas du tout faciles à être mises en œuvre. Et puis il y a des compétences de la ville, des compétences du canton, des compétences fédérales, et puis voilà, c'est aussi ça qui doit être pris en compte. Mais il y a un travail qui est fait, peut-être un travail qui ne se fait pas aussi vite qu'on l'espère, mais qui est en train d'être fait. Et peut-être c'est là où je m'arrête parce que je ne connais pas les détails. Merci. Bon, j'ai une question qui est une question d'ouverture. On a beaucoup parlé du patrimoine matériel, des solutions. Qu'en est-il du patrimoine immatériel? Par exemple, en Belgique, je pense surtout à la question des personnages crémés, le père Fouettard, le Straßenpiet. À Saint-Nicolas, il paraît que le cas de racisme monte. Et puis à Genève, est-ce qu'il y a des traces de racisme colonial dans les traditions genevoises? Et s'il en existe, quelles sont les solutions? Comment aborder? Alors, de nouveau, à Genève, à ma connaissance, pas énormément, mais il y a, par exemple, dans toute l'industrie du chocolat, énormément de cas, soi-disant, là j'utilise vraiment des guillemets virtuels, les têtes de noir, et d'autres choses qui ont été au centre de toutes sortes de conversations, et ce n'est qu'un exemple. Donc il y a dans l'immatériel énormément à faire et à creuser et à étudier. Mais je reviens à ce que mon collègue disait sur la décolonisation, non pas comme un moment, mais comme un processus qui prendra très longtemps parce que la colonisation a été longue, donc bien souvent, et puis est tellement enracinée dans les manières de penser. Et c'est important. Et ce type de conversation et d'échange et de publication aussi, ou d'efforts, comme l'effort qu'on fait aujourd'hui au musée, sont extrêmement importants pour ça. Et aujourd'hui, peut-être on s'est arrêté sur les statuts et la matérialité à cause de ce que nous avons fait, mais en fait, son livre couvre beaucoup plus que ceci. Et donc, je lui cède la parole pour continuer. Alors, j'en reviens justement à l'exemple cité auparavant de l'artiste Zeye Nzegumva qui a un autre projet qui s'appelle Queen Nicolas, où c'est un projet contestataire de tout le folklore qui se déplie autour de Saint-Nicolas et du père Fouettard. Donc elle, depuis 12 ans maintenant, chaque année, le 6 décembre, elle organise une fête, Queen Nicolas, où elle invite les enfants d'origine afrodescendante à une grosse fête. Elle est habillée en Queen Nicolas, mais pas Saint-Nicolas. Mais elle fait également des interventions auprès des instituts scolaires. Donc ça, c'est une chose que je dirais remet en question les traditions folkloriques de la Belgique, qui sont totalement issus de ce racisme latent qui est une conséquence de la colonisation. On a également, dans une ville qui s'appelle Ath, un cortège folklorique qui, depuis des années, déboule dans la ville, où il y a un caractère qui s'appelle la duchesse d'Ath, où il y a une figure totalement en blackface qui, jusque 2022, était encore totalement acceptée par les villageois, mais aussi par les autorités. Le sauvage d'Ath, exactement, voilà. Et donc il a fallu les interventions d'une association antiraciste, Bruxelles Panther, auprès des autorités. Il faut savoir que ce cortège folklorique est protégé par l'UNESCO.
Donc on est de nouveau dans des situations complètement ahurissantes. Mais donc je trouve que c'est une question très intéressante de considérer comment cette colonisation et la colonialité contemporaine s'articulent également au niveau des folklores et des traditions folkloriques. Voilà. Merci. Je crois qu'on a conclu. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup de votre présence. Je vais faire ma petite pub pour les... On a 2 rencontres prévues en décembre. Une autour du dernier numéro de la revue Cradiva, qui est publiée à Paris, autour de la parole spoliée, donc de la question des traditions orales et de la spoliation des traditions orales. Et une autre, ici, une autre conversation au salon autour du racisme en Suisse et du rapport Indo-Race, qui est très important, qui a fait vraiment un tour d'horizon un peu déprimant pour une bonne Suisse comme moi, de tout ce qui se passe en Suisse sur ces questions de racisme. Voilà, donc merci d'être venu et on vous attend pour le prochain événement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.